Bonjour à tous. Je suis ravi que cet événement se passe à Montpellier, la ville où où Sinox a été créé, la ville où on a pu expérimenter tout ce qu'on a pu faire sur le territoire connecté. Donc, et ravi de pouvoir parler. Alors, moi, je vais faire un retour d'expérience. Moi, je peux parler parce que je ne suis pas élu. Je peux dire ce que je veux. On ne m'en veut pas. Et justement, le but, c'est d'avoir une vision, puisque nous, ça fait quand même 20 ans qu'on est dans l'IoT. Alors, ça ne s'appelait pas l'IoT avant, ça s'appelait Machine to Machine. Maintenant, on est dans l'IoT. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec des collectivités. Plus de 360 références dans les collectivités, plus ou moins grandes. Voilà. Et notamment dans des projets IoT, on a un peu plus de 20. Donc, ça veut dire que j'ai essayé de faire un peu un retour d'expérience de ma vision. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais essayer d'amener cette vision un peu réelle de ce qui se passe dans le terrain, sur un projet, sur les acteurs, sur les solutions. Donc, un peu l'enjeu. Alors, je rejoins tout à fait déjà pour commencer. Hop, je vais basculer. Voilà. La vision, les modèles économiques. C'est pas un mot, c'est un mot qui est important. Un modèle économique dans les territoires connectés et durables, même si on est dans une collectivité, on est sur des projets et un modèle économique est nécessaire pour qu'il soit viable, pérenne dans le temps. On ne peut pas vivre que de subventions, c'est pas possible. Et là, je rejoins Jean-Luc, on a dit il n'y a plus d'argent, donc il faut que les projets de territoires connectés se suffisent à eux-mêmes et montrent et démontrent qu'on a des retours sur investissement qui permettent donc de se pérenniser dans le temps. C'est comme ça que dans le privé et dans nos entreprises, parce que la moitié, je pense, d'entre vous avez des entreprises et l'autre moitié des collectivités, il faut que ce soit rentable pour être pérenne. Je mets des exemples. Alors forcément, les exemples que je vais prendre, ils vont être Montpellier, parce qu'ils nous accueillent ici aujourd'hui, mais ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. On a essuyé beaucoup d'écueils, beaucoup donc d'expérimentation, et après je vais prendre des exemples sur d'autres. Le point qui a été nommé tout à l'heure, c'est la vision politique et l'engagement politique. Eh ben c'est vrai, oui, il faut absolument un engagement politique. On a vu de nombreux projets qui étaient initiés avec des personnes qui étaient très volontaires, des envies fortes de pouvoir mettre en place des choses technologiques, de prouver et d'arriver à prouver finalement à leur politique que ces solutions-là pouvaient apporter quelque chose. Et s'il n'y a pas un politique qui porte l'engagement, qui porte la vision, qui établit une feuille de route, aucune décision, aucune mutualisation, aucun engagement par les agents, par les services métiers va pouvoir se faire et les personnes vont s'épuiser. On a vu beaucoup d'agents, de collectivités qui s'épuisaient à force d'être confrontés à un mur chaque fois et de devoir prêcher la bonne parole. Donc cet engagement, il est essentiel pour qu'un projet se réalise, et ce qui permet donc d'arriver à mutualiser. Alors je ne sais pas si vous avez beaucoup d'exemples, mais quand on voit des élus comme Manu Reynaud, alors c'est bien sûr parce qu'on est à Montpellier que je suis ici, que je suis obligé de lui serrer les pompes, mais je peux. Mais c'est quand même exceptionnel, et on n'en voit pas beaucoup, de voir d'élus qui connaissent aussi bien le sujet du numérique. Vous connaissez beaucoup d'élus qui vous parlent de VPN, d'IPsec, d'IoT, de capteurs. C'est des fois un peu trop, mais c'est bien. Bravo. Mais ça montre qu'ils s'intéressent finalement au fond et à ce qu'on peut faire avec cet outil. Donc le numérique est un outil, l'IoT est un outil, et donc comment cet outil peut servir la politique publique. Il n'y a qu'un élu qui peut arriver à faire cette correspondance-là pour arriver à porter le sujet. Alors, on voit qu'aussi les modèles économiques, ils sont différents en fonction des tailles. Donc, on a fait plusieurs projets. Donc, la taille d'une métropole, c'est une. Mais on voit de plus en plus donc, de projets qui sont à l'échelle d'un département, avec des syndicats numériques, des syndicats d'énergie qui portent des projets de mutualisation et qui ont compris, après le déploiement de la fibre, qu'ils pouvaient être des opérateurs de services numériques. Et d'arriver à consolider, mutualiser des compétences
vis-à-vis donc de communes qui n'ont pas ni les moyens, ni les compétences, ni la vision technique de ce qui est possible de faire. Et donc c'est ce tiers de confiance, il est important. Donc c'est certains projets qui ont vu le jour, donc Val-de-Loire numérique, le SDEF, Ciel 42, je pense que vous en connaissez quand même pas mal, le Berry, sont des sujets qui sont portés. Alors, bien sûr, ils ont encore beaucoup à apprendre comment finalement commercialiser. C'est un mot un peu vulgaire pour une collectivité, mais c'est le fait, c'est comment on arrive à apporter et à transformer les collectivités et les communes dans cet engagement et dans cette volonté de partir. Donc il y a cette formation et c'est là où on est là pour pouvoir les apporter. On a aussi donc les métropoles et les agglomérations qui ont un modèle économique qui sont différents parce qu'ils consolident et ils mutualisent une masse donc de cas d'usage, de données. Ils ont tout un service informatique qui est compétent, qui va porter des sujets de souveraineté, de sécurité. Et là, on est plus sur des notions de massification avec tous leurs satellites. Et ce qu'on a pu voir justement dans cette mutualisation, l'exemple de Montpellier, c'est qu'en simplement mutualisant des réseaux de connexion d'objets, ils ont économisé 200 000 euros. Alors, Pierre, tu confirmes, parce que je ne peux pas dire trop de conneries non plus. 200 000 euros par an, donc sur la connectivité, le fait de rien que de mutualiser. Donc moi, ça c'est concret parce qu'il a pu mesurer par rapport aux régies d'eau, d'électricité, des satellites donc de transport, etc. Donc on voit qu'il y a des modèles économiques quand même qui sont viables quand la collectivité prend le corps. Et les communes, alors qui sont le cœur, les petites communes, comme je l'ai dit, elles vont s'appuyer sur ces métropoles, elles doivent s'appuyer, et c'est là où on voit les projets qui marchent, c'est quand elles disent, nous on n'est pas compétents, on veut externaliser cette compétence. C'est pas parce que j'ai un informaticien qui est le neveu du maire, qui me fait mon site internet, qui est compétent pour mettre en place tout un projet d'objets connectés sur différents cas d'usage. Donc ils doivent avoir des solutions qui sont peu coûteuses, faciles à déployer, et donc sur des cas d'usage très précis. Et donc là, on est sur des sortes de bundles. Donc là, on voit que ça marche. Dans ces communes-là, comme une petite commune ou de 1000 habitants pour ces classes, avait une solution pour mesurer et répondre à l'enjeu donc, de la réglementation sur les écoles, donc sur la qualité d'air intérieur. Donc il avait quelque chose de très packagé avec les écrans, le hardware, le réseau, la plateforme, le tout avec un service. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire marcher sur des modèles économiques avec les communes. Donc en résumé, c'est ça. Après, sur les projets, ce qui fonctionne, c'est les acteurs. Ah, je fais tourner, oui, c'est vrai. Donc la mutualisation est clé, et ce qui est important, c'est les acteurs qui travaillent bien ensemble. Manu, il a dit quelque chose d'important, et on est assez content qu'il ait quand même cette vision de ce qui est la relation que l'on a Sinox avec les collectivités, et un partenariat. On est main dans la main, et souvent, ça fait 10 ans, et souvent je dis à Pierre Brice, ou c'est Pierre Brice qui me le dit, ça dépend des fois, mais on a droit à l'échec. Donc parce que il faut qu'ils acceptent, donc on a droit à l'échec de part et d'autre. C'est ça le partenariat, c'est qu'on apprend avec vous, on apprend avec les collectivités à créer des outils, à créer des solutions, et vous apprenez à savoir à quoi elles vont servir, à quoi elles vont être utilisées, est-ce qu'elles ont une vraie valeur, mais on ne peut pas tomber juste d'entrée. Et le numérique et l'agilité, elle est là pour montrer qu'on avance ensemble. Et quand il y a cette confiance-là, on est prêt à plein de sacrifices, on est prêt à plein de dispositions pour tester des choses, pour avancer. Et je pense que c'est le leitmotiv de dire déjà ce partenariat. Ce partenariat, il se fait avec beaucoup d'acteurs. Maintenant, on est éditeur, mais éditeur, maintenant on peut plus faire tout éditeur. On travaille avec des intégrateurs. On travaille avec Sogetrel, Ubicité, Alsatis,
et j'en oublie qui vont se vexer, mais, mais qui montre que ces acteurs-là, ils sont sur le terrain, ils ont des agents qui sont de proximité, ils installent, ils peuvent monter donc, des solutions, et c'est très important donc, d'avoir ce partenariat. Et il y a des acteurs qui arrivent de plus en plus sur un projet, c'est aussi donc les AMO, donc les assistances à la maîtrise d'ouvrage, qui soient en amont d'un projet ou dans le projet. Il est important d'arriver à comprendre pourquoi on veut mettre en place donc, une solution IoT, pour quel cas d'usage, qu'est-ce que j'attends, quels sont les indicateurs, comment je remonte. Et on voit trop souvent de projets qui ne sont pas pensés et qui ne sont... parce que souvent les collectivités veulent économiser, hein, forcément. Je veux dire, ça coûte cher, hein, les AMO. Hein. Je ne sais pas, il y en a 2-3 là, j'en vois. Non, écoute. Mais ils font tellement gagner du temps pour tout le monde. Et derrière, on pousse pour que finalement ces collectivités et ces acteurs qui sont des professionnels, qui ont l'habitude, qui mutualisent les compétences et les références dans les différents projets, eh bien, on évite énormément d'écueils, il ne faut pas hésiter. C'est une famille où intégrateurs, éditeurs, fabricants de matériel, on travaille tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des projets qui sont complexes, où l'enjeu il est différent, on ne fait pas ça dans son coin. IoT, ça demande tellement donc, de compétences en sécurité, en hardware, en réseau, en télécom, et forcément en numérique. Maintenant on parle donc d'intelligence. Ouais, j'ai pas trop de temps, c'est ça. Vous allez à la pause après, c'est pour ça. Donc, bon, sur les clés de réussite, communication importante et transparence, et l'interopérabilité by design dès le départ, ce que je voulais sur le côté échange entre les personnes. Je vais juste revenir, alors je ne vais pas revenir sur l'architecture, simplement où les enjeux plateforme, je vais dire les 4 mots-clés qui sont importants, parce que je ne connais pas trop le temps. On est 3 acteurs là, vous voyez, donc il y a Keusel, qui est là, Jacques, Alexis, donc Eridanis, et Sinox, parce que vous avez 3 éditeurs avec qui on fait tous les projets avec vous. Donc, et ils sont français, c'est des petites boîtes, on est en tout, on doit être moins de 100, je pense, cumulés à tous les 3. Et ça montre que c'est des acteurs avec qui ont une volonté forte de porter ces sujets et d'amener une vision de ce que c'est qu'un éditeur de plateforme IoT français, souverain, qui amène la sécurité, qui accompagne les clients, qui veut arriver à avoir des solutions qui soient utilisées. Le but d'un éditeur, c'est qu'on utilise nos solutions, si on veut être pérenne dans le temps. Donc, on a nos spécificités chacun, n'hésitez pas à voir chacun, parce qu'on a chacun une vision aussi différente, certainement, de choses, mais ça montre que le marché entier, il est basé que sur une centaine de personnes. Et par contre, on peut porter des solutions qui sont très complexes, avec des volumes, des enjeux sécuritaires. Et toute cette structuration, elle s'est montée depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai que, je voulais en parler parce que j'ai vu Philippe tout à l'heure. Donc, Philippe, donc, qui est IBM à l'époque. Et c'est le premier projet dans lequel on était avec Montpellier Métropole. Et c'est issu, donc en 2014, hein, donc, et c'est issu de cette collaboration que la métropole a pu identifier, définir finalement ce qu'ils attendaient. Alors, ce qu'ils attendaient, bon, c'était pas IBM, malheureusement pour Philippe. On parle de Philippe Sageot. Qui intervient cet après-midi. Voilà, nous pourrons en parler. Il est où, Philippe? Il est au café. Donc voilà, donc c'était pour dire que tout ce qui a été bien défini, ce doit aller à l'erreur, à l'échec, c'est de pouvoir arriver à construire finalement ce qu'on attendait en souveraineté, en usage, en ouverture, en open source, en évolution donc sur les cas d'usage. Tout ce qui définit la structure donc des solutions, c'est appuyé aussi sur ça et ça fait boule de neige sur l'ensemble donc du territoire. Et je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Petite conclusion, 2 minutes. 2 minutes, hein, parce que je voulais parler des cas d'usage un peu, mais non. Bon, c'était sur les cas d'usage, ce qui marche en fait, parce que je voulais revenir à ce qui marche actuellement, c'est alors
c'est pas pour rien que l'Observatoire d'Infranum s'est basé sur 4 ou 5 cas d'usage qui sont assez précis, parce que ce sont les cas d'usage qui sont les plus déployés, puisqu'a été identifié finalement donc un retour sur investissement qui est réel. C'est-à-dire que moi, je fais le retour, c'est que quand on a déployé plus de 40 000 compteurs d'eau donc sur une régie, on voit bien l'impact. Donc finalement, il n'y a que 18% des compteurs d'eau qui sont connectés, et pour autant, ça fait 5% d'économie à la régie, en tout cas quand elle déploie, d'une part sur les fuites d'eau. On va dire elle ne paye pas d'eau, ben si, et à l'eau derrière, il y avait énormément de fuites d'eau sur le réseau, donc pour identifier, c'est primordial, mais aussi, et on a parlé d'impact aussi environnemental, c'est le déplacement. Donc l'optimisation et de savoir qu'on n'a pas besoin de faire des tournées pour voir où est-ce qu'il y a des fuites, mais on sait identifier l'endroit où il y a une fuite, ça fait économiser énormément de temps et donc de déplacement et donc d'empreinte carbone pour les agents. Ce qu'on voit de plus en plus actuellement comme projet, c'est la mesure énergétique des bâtiments des collectivités. Donc comme ici, donc derrière, à savoir quelle est la consommation énergétique de ce bâtiment. Donc c'est du comptage et du sous-comptage électrique qui permet donc d'économiser, rien qu'en observant, en disant ah, mais pourquoi c'est allumé, ça aurait dû être éteint, ou de reprogrammer les chaudières, les pompes à chaleur, parce qu'elles sont mal programmées, d'avoir cette identification-là, ça économise plus de 10% donc, sur la facture d'électricité. Et là, quand il y a eu l'augmentation d'électricité, on dit que les DGS, ils étaient très friands, et ils sont très friands de voir que ce type de cas d'usage est très efficace, donc pour un faible coût d'investissement. Les points d'apport volontaire, ça a été parlé un peu, c'est ce qui se déploie aussi le plus, puisque l'optimisation tournée, la gestion des déchets, sont des axes où seulement 24% donc, des points d'apport volontaire sont connectés actuellement. Donc on a encore une marge de progression importante. Et quand un point d'apport volontaire, il doit être ramassé à 80% de remplissage. S'il dépasse ces 80% de remplissage, le camion ne peut plus le soulever, celui qui habituellement fait la tournée. Donc ils sont obligés de commander un camion spécial qui coûte 1 000 € par camion chaque fois. C'est les points d'apport volontaires verts, on est d'accord ? Vert, le vert, ouais. Le vert, pas la couleur, hein, le vert, les bouteilles. Oui, et donc, c'est tout de suite de l'argent qui est économisé sur la tournée, sur le temps de ramassage donc, des camions. Et le dernier cas d'usage que je voulais parler, puisque c'est d'actualité, c'est la gestion des risques. Alors là, on n'a pas un ROI qui est financier, quoique quand on a des incendies qui se passent sur un territoire, Nîmes, c'est une métropole qui est très grande et il y a énormément de forêts. Et donc les territoires ruraux sont encore plus impactés. Je ne parle pas de l'Aude qui est au cœur de l'Occitanie, qui nous a profondément touchés. Donc là, la détection d'incendie, il y a des solutions qui permettent donc d'arriver à avoir des détections le plus rapidement possible et avertir donc tout le génie civil. Donc inondation, incendie, gestion des risques, donc, où là on a des retours importants. J'ai fait vite. Et il reste énormément à faire. Donc, Oui, alors en cas d'usage, je n'ai pas dit, mais on a recensé plus de 40 cas d'usage dans le monde, donc des TCD qu'on a pu expérimenter, tester, et certains, donc là il y en a moins d'une dizaine qui se passent à l'échelle, et pour l'instant il y en a une trentaine qui sont un peu en expérimentation. Mais à l'échelle de l'IoT, on est à un peu plus de 120 cas d'usage qui existent, donc qu'on peut arriver à faire sur les solutions. On pourra les aborder dans le détail dans le stand Synox que vous allez trouver C'est vrai. À la pause café. Donc, on aura l'occasion de continuer à ce moment-là. Qui est maintenant la pause café, c'est ça? Qui est maintenant, merci. N'hésitez pas à venir nous voir. Pardon d'avoir été un peu restrictif sur le temps, mais on peut l'applaudir. Et